Donc, on va continuer le débat. Daouda Mohamed. Oui, la question aujourd'hui, l'autre question, il faut le dire. Aujourd'hui, vous êtes avec Mamadou Sylla, le chef de file de l'opposition, avec 4 députés à l'Assemblée nationale. C'est la loi qui le dit, il en a le plus avec l'opposition. Et de l'autre côté, une frange importante se reconnaît en une autre catégorie de l'opposition, notamment avec Cellou Dalein Diallo. Comment pensez-vous pouvoir obtenir le dialogue réel sans cette frange? Mais vous savez, les choses changent. Le soleil se lève le matin, atteint le zénith à midi et le soir se couche. Il en va de la vie des personnes et des institutions également. Lorsque vous n'êtes plus en phase avec les attentes et les besoins d'une société, votre temps sera révolu. Et lorsqu'on dit on est dans une dynamique de mutation, ce n'est pas un vain mot. Ouais. Physiquement et selon les personnalités, leurs identités, ils peuvent évoluer, changer. Mais celui qui se fige dans le passé, quelle que soit sa position d'aujourd'hui, dans peu de temps, il sera aux oubliettes. Ouais. Est-ce que cela veut dire que la politique qui a prévalu jusqu'à présent est devenue caduque? Enfin, la manière de faire de la politique. Elle a des caducs, c'est pour cela aujourd'hui les Guinéens sont en colère du retard du pays parce que la politique n'était pas en phase avec les attentes et les besoins de la population. On nous a ramenés en arrière avec ces guerres ethniques, ces violences, ces emprisonnements, ces exils. On est revenu en arrière. Ouais. C'est comme si on n'a jamais lutté pour que les droits de l'homme puissent être sanctifiés dans ce pays. Donc nous sommes revenus en arrière. Mais peut-être que lorsque une société doit bouger, c'est des va-et-vient, après il y a le bond en avant. J'espère que le bond en avant, pour nous permettre d'avoir des institutions stabilisées, une autre façon de faire la politique de manière plus conviviale, plus humaine, plus libre, plus démocratique, pourra s'instaurer, parce que la soif de la liberté vient avec l'absence de liberté et de coercition telle que ça existe aujourd'hui. Demain, lorsque les gens se rendront compte qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, manifester dans la règle sans que personne ne soit arrêté, sans que personne ne soit blessé, ils diront « Ah, on a fait un bon pas en avant, continuons dans cette lancée ». Et je pense que les Guinéens sont intimement convaincus qu'ils veulent vivre la démocratie comme ça l'indique, mais ils ne veulent pas être tout le temps dans ces guerres, dans ces violences, dans cette présentation de la Guinée comme un pays barbare. Non, les Guinéens sont suffisamment mûrs. Ils l'étaient avant, dans les années 50. C'est pour cela, dans toutes les organisations panafricaines à l'époque, les Guinéens étaient en avance. Aujourd'hui, ils ont pris du retard, nous avons pris du retard. Mais nous allons reprendre notre position, tant sur le plan national que sur le plan international, pour restaurer la fierté. C'est plutôt un peuple fataliste aujourd'hui, M. Bahouri. N'ayons pas peur de dire les choses. 60 années de misère, 60 années de difficultés, des espoirs déçus à chaque fois, finit par amener les gens à être fatalistes. Et aujourd'hui, je dis et je répète, reprenons courage, ne baissons pas les bras. Ce qui n'était pas possible hier, ce qui n'était pas possible hier est actuellement possible parce que les facteurs objectifs sont déjà en place. Bien, allez-y Mafoudia. Moi je voudrais aller sur un autre terrain, par exemple parler de l'éducation. Ce matin on en parlait. Dites-nous aujourd'hui, parce qu'on le dit, tout pays ce sont d'abord ses ressources humaines. Et quand on parle de l'éducation, dites-nous de quel œil vous observez la politique du gouvernement aujourd'hui quant à l'éducation. Justement. Je considère que personnellement, il y a un déficit en ce qui concerne la politique éducative de manière globale. C'est comme si on fait semblant d'avoir une structure qui s'appelle éducation nationale, mais on laisse libre cours que chacun se débrouille. Le secteur privé, dans le système éducatif, je ne sais pas si mes statistiques sont à jour de ce point de vue. Les grandes gueules. L'écrase, une majorité non négligeable des enfants dans la région de Conakry fréquentent l'école privée. Bien. Et on peut se poser la question à partir de ce moment-là, à quoi sert l'argent public de tous les contribuables guinéens
qui sont engloutis dans le système d'éducation nationale qui concerne simplement une frange qui devient minoritaire, c'est-à-dire l'éducation publique devient minoritaire dans un pays. À partir de ce moment-là, on doit s'interroger sur la finalité de cette éducation, sur ses objectifs et sur l'utilisation des moyens qui sont consacrés en principe pour l'ensemble des enfants de ce pays. Alors, Lamine, ce qu'il dit, c'est important, c'est pourquoi je tenais à revenir, parce qu'effectivement, il y a un manque d'écoles publiques aujourd'hui. Imaginez des parents qui sont obligés, qui ont 5-6 enfants, qui sont obligés d'aller avec les privés. L'État, avant, peut-être, on avait les IFORPAC, je ne sais pas, pardon, il y a une autre appellation, les écoles professionnelles. Africof, voilà. Okay. Africof, c'était public. Ouais. Aujourd'hui, comment comprendre qu'on est rompu avec tout ce que avant les premiers régimes avaient mis en place? Qu'est-ce qui peut s'offrir rapidement aujourd'hui pour pouvoir répartir au pouvoir actuel? Non, c'est pour cela, vous savez, le changement de mentalité, ce n'est pas seulement enlever des gens, c'est le mental des gens, la manière dont ils conçoivent la gestion du pouvoir. Un exemple par rapport à cette question. Il y a des gens qui sont venus en politique. Pourquoi sont-ils venus en politique? C'est peut-être pour être ministre, pour être à des positions, avoir de l'argent et utiliser maintenant leur position pour créer des infrastructures scolaires à leur nom personnel et appauvrir l'école publique au profit du système éducatif dit privé. À partir de ce moment-là, un État sérieux, un gouvernement sérieux ne peut pas permettre que cela persiste. Je ne suis pas contre les initiatives dans tous les domaines, mais l'école publique, l'argent public doit servir pour l'écrasante majorité des enfants. Un autre exemple, regardez, la plupart des gens qui décident aujourd'hui ont bénéficié de l'école publique, de l'argent public pour faire leur formation. Les enfants arrivent au niveau de la licence avec le système LMD. Pour avoir le master, on vous dit chaque année, vous devez payer 15 millions dans une université publique pour pouvoir faire vos masters. Quel est l'enfant issu de pauvres, modestes, peut-il poursuivre les études? Donc nous sommes en train de créer une société fortement inégalitaire. Les enfants des pauvres sont condamnés à rester pauvres et une petite minorité, puisqu'ils ont les moyens... Mais c'est ça aussi la Guinée, depuis l'indépendance. Les mêmes sont les ministres, les enfants, leur papa était ministre, d'autres, voilà, ça continue encore. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché qu'il y ait des Guirassy aujourd'hui. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Monsieur Bahouri, un dernier message évidemment pour les auditeurs qui vous regardent à la télévision, vos partisans qui vous regardent et qui vous écoutent à la radio. Allez-y. Non, moi je salue Monseigneur Sarah, le cardinal Sarah, qui a préféré à la limite de l'âge de s'éloigner un peu des charges lourdes que le pape lui a confiées. C'est une valeur sûre pour notre pays et qui est une fierté nationale. On ne peut pas comprendre que la Guinée soit toujours ballottée par des violences, par des misères, par des situations qui révoltent la conscience humaine, et alors qu'on a des personnalités qui sont nées de ce pays, qui sont de ce... Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mon cher Moussa Moïse, nos invités dans ce studio évidemment, qui se sont installés, donc ils sont installés. Mamadou Diawara, c'est bien cela. Mamadou Diawara, vous êtes l'inspecteur régional de travail de Conakry, c'est bien cela. Bonjour et bienvenue chez les grandes gueules. Bonjour, monsieur. Voilà. Monsieur Diallo, Mamadou Salou, bonjour et bienvenue. Bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Donc c'est suite au sujet que j'ai brossé hier concernant nos compatriotes du côté de Sheraton, le syndicat qui a donc été mis à la porte. Et j'ai rappelé la genèse, c'est suite donc à un pot de fleurs qui a été cassé. Donc le problème n'a pas été solutionné en Guinée. Ça aboutit à une plainte à l'international. Donc l'inspection générale du travail ayant
écouté nos propos hier, a décidé d'apporter sa version des faits, histoire de démentir un tout petit peu ce que nous avons dit. C'est pourquoi également il y a le syndicat. Donc droit de réponse. Voilà, il y a le syndicat qui a accompagné ces jeunes travailleurs de Sheraton, qui a donc porté la plainte à l'international, qui est également présent dans ce studio, raison pour laquelle vous avez à mes côtés M. Diallo. Donc je vais commencer par M. Diawara, puisque c'est l'inspection du travail. Alors de ce dossier, qu'est-ce que vous en savez? Puisque j'ai eu dit que vous avez déjà traité ce dossier et que tout est fini, selon l'information qui m'a été rapportée. M. Diawara. Oui, merci M. Silla. Permettez-moi d'exprimer d'abord ma déception face à ce dossier. Et parce que ce que nous sommes en train de vivre maintenant devait être le premier pas. Le premier pas au niveau des syndicalistes qui sont pleins et le premier pas de votre radio. C'est-à-dire nous mettre face à face pour recueillir la vérité. Mais il ne faut pas attendre que les gens viennent... Pour l'instant, vous n'avez pas le monopole de la vérité, vous n'avez encore rien dit. Non, non. Exposez-nous les faits. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous le savez. Je parle de la démarche. Voilà. Non, je parle de la démarche. Allez-y. Je ne parle pas de la conclusion. Est-ce que vous voyez? Parce que j'entends parler de pot de fleurs, et ce n'est pas l'élément principal de cette situation. Et je vous apprends que le pot de fleurs en lui-même, la casse du pot de fleurs, dans les conditions normales, constitue une faute professionnelle. Parce que, suivant les renseignements que nous avons recueillis, le pot de fleurs était situé dans la salle à la réception. Et le passage à la réception est interdit. Donc, ce jour, d'après eux, il pleuvait énormément. Ce monsieur qui a cassé le pot de fleurs a pris les habits pour aller à la bienvenue. Il a emprunté le raccourci. Donc, il a préféré, malgré tout, de passer par la réception. Oui. Et c'est à cette occasion qu'il a cassé le pot de fleurs. Donc, un accident de travail, on va le dire. J'ai l'impression que M. Diawara, oui, j'ai l'impression d'écouter le patron de Sheraton ce matin. Oui. C'est extraordinaire. Donc, le pot de fleurs cassé, la jeunesse vient de là. Le pot de fleurs cassé peut expliquer le licenciement de 3 personnes? Non. À votre avis? J'en viens. Allez-y. Oui. Ok. Ce n'est pas la cause immédiate. Ce n'est pas la cause immédiate. C'est ce que j'attends. Je vous dis que cette étape même constitue une faute professionnelle. D'accord. Est-ce que vous voyez? Parce que il a violé le principe. On dit le passage à la réception interdit. Malgré qu'il y ait plu, il fallait ou qu'il attende ou qu'il sorte sous la pluie. Ça, c'est la cause lointaine. Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Maintenant, nous avons reçu, l'inspection du travail a reçu une demande d'autorisation. Parce que pour le monsieur du dépôt de fleurs, ça ne relève pas de moi. C'est un travail ordinaire. Les 2 délégués syndicaux, le licenciement d'un délégué syndical doit passer nécessairement par l'autorisation de l'inspecteur du ressort. C'est ainsi que nous avons reçu la demande d'autorisation de licenciement des 2 délégués syndicaux. Pour quelle raison? Le fait que dans leur démarche pour tenter la conciliation entre eux et celui qui a cassé le pot de fleurs, et ils ont fait des dérapages aussi. Parce que... Laissez-moi finir. Parce que venir rentrer dans le bureau d'un directeur et le menacer, c'est une faute. Monsieur Diawara, moi, je ne sais pas, je vais vous faire une remarque. Vous savez ce qu'on dit de vous, justement, à niveau d'inspection, que vous êtes l'appendice des patrons. Vous êtes leur porte-voix. Et ce matin-là, je voulais avoir des preuves de cet élément. Ce matin, à vous entendre, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas tort. Moi, je suis libre avec ma conscience. Mais vous défendez qui, monsieur Diawara? C'est pas le premier dossier. Qu'est-ce que vous voyez? Si je vous dis, par exemple, que ce n'est pas mon dossier de licenciement, attendez, monsieur Diawara. Vous n'allez pas croire. Écoutez, des gens donc sont rentrés dans le bureau du directeur de façon... Sans frapper. Voilà, de façon insultante, sans frapper. Ils ont même été reçus par le directeur. Les grandes gueules. Mais... le contrat de travail, les éléments constitutifs du contrat de travail sont le travail, la rémunération et la subordination. Quand vous rentrez dans le bureau d'un directeur, en tant que délégué syndical, je pense que vous venez
pour plaider, oui. pour plaider le cas d'un travailleur. Lorsque vous avez reçu ces dossiers-là, parce que vous expliquez une cause immédiate qui, selon vous, est le fait que les employés, les syndicats, les grandes gueules, le directeur sans frapper à la porte, c'est ce qu'on a appris. De l'autre côté, lorsque vous avez reçu le dossier, quel a été votre comportement par rapport à cela? Qu'est-ce que vous avez fait pour les satisfaire? Je les ai convoqués à 2 reprises. Toutes les parties étaient à mon bureau. La direction représentée par le directeur général adjoint, la directrice des ressources humaines et un de leurs conseillers. Bien. Les travailleurs aussi étaient accompagnés par leur Vous n'avez pas. Moi, je vais juste. Moi, je veux. Il n'est pas seul. On a pas pu empêcher le licenciement. Moi, Voilà, monsieur Diallo. Non, c'est important qu'il finisse. Non, quelle a été l'attitude? Laissez finir. Parce que déjà, moi, je pense que vous avez. Vous adhérez à ce que les syndicalistes vous ont dit. pas défendre les travailleurs ici. Et nous travaillons conformément à la Mais loi. vous ne défendez pas les travailleurs, monsieur Diawara. Ça n'engage que vous. Un pot de fleurs cassé, des travailleurs qui rentrent dans le bureau sans frapper à la porte, sans même saluer. Tout ça permet à des patrons de mettre des Guinéens à la porte. Et vous êtes ce matin en train de faire le constat. Moi, je travaille sur la base des dispositions légales. D'accord, moi j'ai une question toute simple. Lorsque la conciliation, par exemple, ne réussit pas, parce que dans les textes, on vous dit qu'il faut passer d'abord par la conciliation. Oui. Lorsque cela n'a pas abouti, qu'est-ce que vous avez fait pour éviter quand même que l'affaire vienne devant l'OIT, l'Organisation internationale du travail? D'abord, les travailleurs ont toute la chance, quand moi je prends ma décision, de faire un recours auprès de l'inspecteur général du travail. Ça n'a pas été fait. Donc ils ont minimisé cette étape. Et quelle a été votre décision justement? Allez, on va revenir dans un instant avec lui. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour les GG. D'abord, vous m'excuserez de me porter déjà en contradiction flagrante avec M. Diawara qui me déçoit à plus d'un titre parce que face à face, nous nous sommes rencontrés autour de ce problème. Nous leur avons dit, un pot de fleurs a été cassé. Même si c'est une faute, il y a une stratification des sanctions qui n'a pas été justement vue ou abordée par cette inspection. Deuxièmement, nous avons dit la direction propose une faute grave juste pour ne pas avoir à payer les droits de ces travailleurs. Sinon, il n'y a jamais eu avertissement. Il n'y a jamais eu notification dans un document pour refus de travail ou pour comportement néfaste au sein de l'entreprise. Comment peut-on passer directement à qualifier directement une faute grave? Nous avons dit à monsieur l'inspecteur, nous sommes là, nous sommes les travailleurs. Nous ne sommes pas des outils. Nous ne sommes pas des outils. Et le travail aussi n'est pas une marchandise à vendre. Nous demandons excuse auprès de la direction pour qu'elle accepte de requalifier la sanction. Non, de requalifier les faits d'abord. Okay. Et là, M. Diawara qui est en face de moi était d'accord. Et tous les autres autour de la table étaient d'accord que la sanction est extrême. La qualification n'était pas celle qui sied. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Maintenant, on nous a écoutés. On a écouté la direction. Ils ont écouté la direction. Et après, ils nous ont dit que dans une semaine, qu'il allait nous rappeler. Bien. Entre-temps, comme dans tous les différents, au niveau du mouvement syndical ou alors dans le monde du travail, il y a des négociations. Nous avons eu la chance de rencontrer l'inspecteur chargé de la zone de Ratoma et l'inspecteur général du travail lui-même. Nous lui avons dit, écoute, c'est des Guinéens, c'est des jeunes Guinéens de l'ordre de 30 ans. Vous ne pouvez pas prendre de telles qualifications parce qu'une directrice des ressources humaines veut renvoyer ces gens-là pour mettre pression sur la présence syndicale dans l'entreprise. Cette dame est anti-syndicat partout où elle est passée. Partout où elle est passée. À la Société Générale, à Noum, etc. Moi, personnellement, je l'ai appelé une fois, elle m'a raccroché au nez par rapport à ce même dossier. Donc, je pense que son nom revient au devant. On va aller droit au but. Quand vous avez demandé la requalification, est-ce que la direction a prêté une oreille attentive
à cette sollicitation. Nous nous sommes séparés avec la direction, avec un espoir que vraiment les choses allaient être requalifiées. Parce qu'on s'est séparés dans une ambiance qui ne présageait rien, même à une suspension de salaire. Donc, confiants, parce que ce sont nos partenaires, nous sommes partis. Nous sommes tous des personnes responsables. Qu'est-ce qu'ils font? Entre-temps, ils rentrent en connexion avec cette directrice de ressources humaines parce qu'il faut mettre sa stratégie en marche, qui consiste donc à pénaliser des travailleurs. Elle a la chance après de recruter des gens qui seront soumis à son emprise pour que personne ne parle plus de syndicats dans cette entreprise. Et ce sont des comportements de discrimination antisyndicale et une violation de la liberté syndicale. Maintenant, l'inspection est allée plus loin. Elle autorise le licenciement sans même nous donner une copie de l'autorisation de licenciement. Le licenciement et du travailleur fautif et des deux délégués. Et ensuite, pourquoi ils ont refusé? Monsieur Diawara, il ne raconte pas des conneries là. Ah oui, pourquoi ils ont refusé? C'est une question. Mais c'est une question. Non, c'est des conneries pour moi. Parce que je vous avais dit, au départ que... Vous allez développer ça dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Forcément, la prolongation à suivre dans les GG. On revient à 11h. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. On continue le débat, mon cher Moïse, avec évidemment nos deux invités. Monsieur Diawara disait donc que les premiers propos tenus par Monsieur Diallo étaient faux. Oui, faux dans la mesure où il a indiqué que les actes de licenciement pris par votre service, ils n'en ont pas reçu copie. Voilà. Vous niez cela? Dans la pratique, moi, en Guinée, le code du travail ne le révèle pas. Quand c'est un employeur qui nous a écrit, c'est à l'employeur qu'on répond. Il ne n'a pas permis de distribuer ça avec copie. Ouais. Je précise avec copie parce que si nous ne sommes pas d'accord, c'est cette copie qui nous permet d'aller au tribunal du travail. Dans la pratique, justement, nous ne le faisons pas. Je ne parle. Non, votre pratique maintenant, elle est connue de tout le monde. C'est la plus mauvaise. Ça, c'est clair. Oui, c'est toi qui le dis. Non, j'apprécie nos relations. J'apprécie nos relations parce que en matière de gouvernance du travail, le premier élément, c'est la Convention 81, qui est supranationale, qui consacre l'inspection du travail et au contrôle et au rapport sur toutes les activités ou sur toutes les anomalies qui se passent à travers la juridiction, soit nationale, soit régionale. Deuxièmement, vous avez la politique de l'emploi. Ils n'ont jamais jusque-là remonté aucun rapport ou mis à la disposition des partenaires sociaux un seul rapport qui nous permette de voir leur comportement sur le terrain. Troisièmement, sur le dossier de licenciement des délégués syndicaux. Si vous voulez, vous n'êtes pas pour faire le procès de l'inspection du travail. Si vous voulez, je reviens. Je suis pas d'accord. Je reviens. Fais ton rapport et adresse les grandes gueules. Ça c'est fait. C'est ça le problème. Ça c'est fait. Nous sommes sur un dossier précis. Bien. Pour le licenciement, leur devoir, comment un inspecteur peut avoir les mêmes mots, les mêmes virgules avec la direction de l'entreprise face à un problème donné. Il y a anguille sous roche. Deuxièmement, ils sont, étant partenaires sociaux, le devoir les incombe de nous reconvoquer pour dire que bon voilà, nous avons analysé le problème, nous pensons que nous allons donner le quitus de licenciement. Ils ne l'ont pas fait. Et pire, lorsque l'international a saisi le gouvernement guinéen par la personne du Premier ministre, le dossier a été confié automatiquement au conseiller de monsieur le Premier ministre en charge du tourisme, qui nous a invités. Nous sommes venus, il nous a entendus de long en large. Quand ils ont appelé Hadja Mariama Kamara, qu'est-ce qu'elle dit? Que ce dossier est déjà classé. Ils passent à autre chose. Et c'est le même langage de l'inspection. Nous nous sommes dit donc, il y a quelque chose. Je pense que moi, j'interviens pour la partie qui me concerne. Monsieur Diawara, je ne divague pas, monsieur Diallo. Je ne divague pas. C'est pas une divagation. Je vous dis qu'on a été saisi par la direction du Sheraton, par une lettre régulière.
demandé l'autorisation de licenciement des 2 délégués syndicaux. Le dossier arrivé à l'inspection générale du travail a été orienté chez moi, comme d'habitude. Mon inspecteur général me donne la main libre dans le traitement des dossiers des délégués syndicaux. Je les ai convoqués, les 2 parties, à 2 reprises. Je les ai écoutés. Et sur la base des explications, j'ai tenté une conciliation. Parce que chez nous, quelle que soit la nature de la faute, on tente de rapprocher le point de vue des partenaires. Ouais. Vous pensez que dans cette histoire-là, vous n'avez pas fauté du tout, pas d'avertissement, vous prenez des sanctions directes. C'est ce que j'arrive pas à comprendre, justement. Pas de mise à pied, pas de mise à pied. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas un passage obligé. Mais si, je suis désolé. Mais non, monsieur Diawara. Je vous le dis maintenant. C'est pas un passage. Moi, j'ai une question juste de bon sens. Monsieur l'inspecteur, moi, j'ai une quelle question. est la faute qui est très grave dans cette histoire? Expliquez-nous un peu. Parce que je vous regarde, mais je n'arrive pas à comprendre. Quelle est la faute qui est très grave? Pas comprendre mais expliquez-moi pourquoi. Quelle est la faute grave qui a été commise? Au-delà, ne me parlez pas de pot de fleurs cassées. Non, j'aime bien. Oui, c'est quoi la faute? Je vous dis à l'entame que le contrat de travail, les éléments constitutifs d'un contrat de travail, c'est le travail, la rémunération et la subordination juridique. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas venir un matin, rentrer dans le bureau de monsieur. Moi, je fais une question de bon sens. Juste une question de bon sens. Juste une question. Moussa, s'il te plaît. Non, là, on ne peut pas être d'accord. Juste, moi, j'ai une question. Laissez-moi continuer mon petit bonhomme de... Je veux juste que vous fassiez remarquer qu'il y a 2 aspects. Pot de fleurs et respect. Laisse-le finir. Allez-y. Allez-y, monsieur. Je vous dis que j'ai reçu... par l'entremise de mon inspecteur général le dossier. J'ai convoqué les parties et je les ai écoutés. Sur la base de ce que j'ai reçu, j'ai dit que j'ai demandé au directeur de bien vouloir mettre l'éponge sur le dossier. Est-ce que vous voyez? Bon, mais le directeur dit que vraiment qu'il faut trancher conformément à la loi. Ils m'ont amené une copie du règlement intérieur. Qui stipule à l'article 31 la faute grave commise par ces travailleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, la conciliation n'ayant pas reçu, j'ai demandé au syndicaliste... Mais vous êtes censé veiller à la législation. La conciliation n'ayant pas reçu, j'ai demandé aux syndicalistes, dont M. Diallo lui-même et les autres, ils ont présenté leurs excuses. Leur excuse à la direction. Que moi-même j'ai appuyé. Donc, suite à tout ça, la direction n'a pas cédé. La direction n'a pas cédé. Il dit que non, il ne peut plus travailler avec ces gens-là. Bien. Vous avez fait quoi ensuite? Vous avez fait quoi? J'ai donné un avis. Ils ont entériné. Un avis favorable à leur demande. Mais c'est vous qui êtes censé veiller au respect de la législation. Vous êtes censé... Non, attention. Le code du travail est en déphasage avec ce qui se passe là. C'est vous qui êtes censé veiller au respect de la loi. Et ça, c'est un abus de pouvoir. Vous qui nous regardez à distance, vous pensez que tout est facile. Non. Mais vous êtes là pour veiller au respect du code du travail. Allez, on va s'écouter. Vous pensez que le travail a toujours raison? Casser un pot de fleurs. Est-ce que cela peut expliquer le licenciement d'une personne? Pardon, on va l'écouter, Moussa, s'il te plaît. On va l'écouter. Allez-y, M. Diawara. Donc, moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Les délégués syndicaux sont partis menacer M. le directeur général adjoint dans son bureau. Que s'il licencie les 2, tout le monde va partir. Vous avez des preuves de voilà. Non, même ils ont c'est un avertissement. Non. Voilà ce qui s'est passé. Non, M. Diawara, laissez-le parler, s'il vous plaît. Allez-y. C'est la parole du directeur contre les... Il y a eu 3 délégués syndicaux d'ailleurs qui sont rentrés dans le bureau, qui ont demandé l'audience chez le directeur, ont obtenu et ils sont rentrés dans le bureau. La première question, donc, quand ils ont fini d'entretenir le directeur, il était partant. Lorsque maintenant, l'injonction de la directrice des ressources humaines a fait que... La fameuse encore. A fait que le directeur adjoint, parce que le directeur adjoint de l'hôtel, il s'est rebiffé automatiquement. Maintenant, dans tout le processus, pourquoi l'inspection n'a pas écouté le 3e délégué? La direction a préféré soustraire ce délégué-là, garder avec eux,
et faire licencier les deux autres. Est-ce que vous comprenez? Et ce délégué-là, il est encore là-bas. Et lorsque tous les arguments seront sur la table, mais il suffisait que l'inspection écoute ce dernier alors, parce qu'il n'y a pas un enregistrement, il n'y a pas un écrit, il n'y a rien qui prouve les menaces. Donc seule cette personne devait prouver. Terrain d'entente. On va essayer de s'écouter, Moussa. Ce que je souhaite dire, c'est que quand j'ai écouté monsieur, moi encore une fois, j'ai posé le problème hier, et parce que je savais qu'il était très profond. Parce que quand on quitte quand même le territoire national pour aviser l'international, ça veut dire que c'est profond. Je demande un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Terrain d'entente, c'est quoi? C'est d'abord que l'on reconnaisse une chose, qu'on fasse un constat. Il y a deux problèmes majeurs qui pourraient expliquer le licenciement de 3 Guinéens. Les grandes gueules. C'est d'avoir cassé un pot de fleurs. C'est d'être rentré dans le bureau d'un responsable de Sheraton avec une attitude assez condescendante, avec de façon inappropriée. Donc avoir manqué de respect au directeur de Sheraton. Lamine, pour ces deux raisons-là, je trouve que si l'inspection jouait son rôle, ils auraient pu trouver un terrain d'attente avec la direction générale de Sheraton. L'aveu d'impuissance dont il vient de faire montre. Parce qu'il dit qu'ils ont tenté une conciliation, ils ont dit à la direction, ils ont présenté des excuses. Lui-même, il a appuyé les excuses. Mais Moussa, tu n'es pas syndicaliste quand même. L'ami, je vous ai clairement dit que je défends les travailleurs. Alors, il dit qu'il a donné avis favorable. Moi, la question que je veux poser. Monsieur Diawara, votre service, quel est son rôle? Vous défendez les travailleurs ou vous défendez les patrons? C'est quoi votre rôle? Les deux entités. Nous observons la neutralité. C'est la médiane. Nous sommes neutres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a une décision, de justice, monsieur Diawara, il y a une décision de justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une plainte qui a été portée à l'international. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La plainte n'a qu'à suivre son cours. Moi, je suis venu tout juste vous expliquer la partie. Là, mais moi, je vais juste dire un mot. Et il faut dire une chose. Aujourd'hui, on parle de Sheraton, mais n'oubliez pas le cas de Novotel. Le cas de Noum, je pense que globalement, même dans les industries, même dans les industries aujourd'hui, c'est la même question qui revient sur le licenciement abusif. Ça veut dire tout simplement que l'inspection en Guinée ne joue pas pleinement son rôle. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG. Peut-être un mot pour les travailleurs qui vous écoutent en ce moment. Allez-y. Je voulais dire aux travailleurs de garder le sang-froid au sein de Sheraton. Ils ont les millions de travailleurs des hôtels Marriott. Et les travailleurs, le volet social a cautionné le financement des 160 millions de dollars pour la construction de Sheraton, avec comme motion le respect des droits des travailleurs. Et puisque Sheraton a violé ces droits de travailleurs-là, au niveau du comité de la liberté syndicale à Genève, et avec la Confédération syndicale internationale, la Fédération internationale du tourisme et de l'hôtellerie, et en plus maintenant des autres organismes connexes qui nous accompagnent, la documentation est déjà entrée, la plainte est recevable, et nous allons voir le cours de la question. Merci beaucoup en tout cas, M. Diallo. Allez-y, M. Diawara. Moi, je dirais tout simplement que j'étais venu toujours pour apporter ma part d'explication à ce dossier qui m'embête maintenant. Parce que qui vous embête? C'est votre boulot, là, M. Diawara. Vous dites les grave, M. Diawara. Ça vous embête? Non. Ça me retire. Il retire. La bonne partie, c'est de l'auvergne. Antoine, c'est très grave. Il dit qu'il retire, Antoine. C'est déjà trop tard. Vous ne pouvez pas. Non. La carrière de jeunes Guinéens est en jeu. Ce sont des jeunes Guinéens. Mais vous le traitez d'une manière légère, mais de façon simpliste. On a l'impression que ça ne vous dit rien du tout. Que des Guinéens. Non, c'est votre métier, mais vous semblez banaliser l'émotion de côté. Pas du tout. Ce sont les termes employés par M. Diawara qui révoltent. Allez-y, les termes employés par M. Diawara ne sont pas respectueux. Il y a des dizaines d'années, je suis dans ce métier. Ce dossier vous embête. C'était comme si... Antoine, travail, on vous paye pour ça. Mon travail. Il y a eu des dossiers plus compliqués. Pourquoi ça vous embête? Bien, allez-y, monsieur Diawara. Allez-y, monsieur Diawara. De toute façon, voilà le problème. Je constate que ça, c'est j'ai trouvé un clan. Vous voyez, un clan. Parce que je vois que, non, ça je le dis franchement. Comment ça, franchement, par l'intervention de M. Silla, que nous sommes là, que eux ils sont là pour défendre le travail. C'est-à-dire nous sommes là pour ne rien faire.
Et vous ne savez pas ce qui se passe chez nous. Vous savez ce qui se passe dans votre maison, mais vous ne savez pas ce qui se passe à Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi c'est aussi difficile? Intéressez-vous un peu à la vie de l'inspection générale. Mais à la vie de l'inspection générale. Mais c'est important. Quant à la défense des intérêts des travailleurs. C'est peut-être un cri de cœur. Mais voilà le problème. C'est que je vous apprends que le syndicaliste guinéen pense qu'il est tout permis. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, il est travailleur d'abord avant d'être syndicaliste. Et c'est ce que leur hiérarchie leur dit très souvent. Mais le syndicaliste guinéen formons nos délégués. Nos délégués sont bien formés, c'est pour ça que partout ils passent. Je vous le dis. Non, laissez-moi finir, je vous en prie. Le syndicaliste guinéen manque d'éducation ouvrière. Est-ce que vous voyez? Sinon, vous n'allez pas aller dans le bureau d'une hiérarchie, aller menacer. Et voilà. Bien. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés ce matin chez les GG. Et c'est cela aussi, cette émission, l'émission des vrais gens. Nous continuons dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dernière ligne droite évidemment pour le compte de cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous le voyez à l'écran, coup de projecteur ce matin sur un talent guinéen. Docteur Diawara à l'honneur, il vient de remporter la 5e édition du prix Challenge Happy Afrique. Sa plateforme africaine donc destinée aux professionnels de la santé à des patients guinéens et maliens permet en tout cas la consultation à distance. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité, mon cher Diba Milimono. Il est avec nous dans ce studio. D'abord, la première question. Bonjour. Bonjour, bienvenue. voilà, bonjour, bienvenue. Et aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous vous trouvez avec cette distinction? En fait, l'état d'esprit aujourd'hui avec l'équipe africaine, on est très fiers, très honorés de pouvoir représenter notre pays dignement sur la scène internationale, parce que c'était l'objectif au départ. Quand on s'est engagé à postuler pour le concours Challenge Afrique, j'ai promis mes amis à Paris pour dire que le prix reviendrait à la Guinée. Ça a été fait. Et grâce au travail, à l'abnégation de toute l'équipe africaine, parce qu'on a 3 équipes, une équipe basée à Conakry, une équipe basée à Bamako et à Paris. Et donc nous essayons de travailler durement pour faire en sorte qu'on puisse faciliter l'accès aux soins en Guinée, réduire les inégalités d'accès aux soins en Guinée, et parce qu'il y a des véritables problèmes par rapport à notre système de santé qui reste toujours cloisonné. Tout à fait. Donc il faut faire des efforts dans ce sens. Et moi, en tant que médecin qui a bénéficié pas mal de choses en France, qui a voyagé beaucoup et qui a traité ces arts de questions pour des grosses entreprises, je me suis dit il fallait se lancer. Qu'est-ce qui a fait la différence, M. Diawara? Vous avez gagné. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Non, mais la question de la mine, c'est quoi le challenge App Afrique? Expliquez-nous un peu. En fait, le challenge App Afrique, c'est un concours qui est destiné aux jeunes, que ce soit de la diaspora ou des jeunes qui sont sur le continent, qui est organisé par RFI et France 24, et en partenariat avec Awe, Angie, Valais, il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent. Et cette année, c'était la 5e édition. Et l'accent a été mis cette année sur le numérique en tant que levier pour la prévention des épidémies en Afrique. Et donc, dès que le concours a été lancé, moi je me suis dit que c'était une opportunité pour nous de porter le drapeau guinéen. On sait quand même il faut le préciser. Voilà, on sait que beaucoup de jeunes développent aujourd'hui des solutions qui se rapproche de la vôtre. Et qu'est-ce qui quand même a pesé dans la balance vous concernant? En fait, ce qui a balancé, ce qui nous a permis d'avoir le prix, c'est en fait tout le travail qui a été débattu. C'est vrai que tous ceux qui me connaissent ici à la faculté de médecine à Paris savent que je suis un perfectionniste. En fait, j'aime l'excellence dans tout ce que je fais. Je mets du paquet, je mets de la rigueur. Et j'assure que depuis que j'ai commencé le projet africain, je ne dors pas 5 heures par nuit quand je suis à Paris. Et pour me reposer, j'étais obligé de venir en Guinée parce que mon médecin m'avait demandé personnellement de prendre des repos. En plus de mon travail de consultant en santé, j'essaie de faire avancer avec mon équipe pour avoir des dossiers qui sont très bien montés. Alors, expliquez-nous votre solution. Ça répond à quel besoin et faites-nous un peu le descriptif. En fait, Africaire, c'est une plateforme de gestion des consultations et de prise de rendez-vous en ligne, accompagnée d'un carnet et d'un livret de santé électronique à destination des professionnels de santé et des patients en Afrique,
en fait, ça résout un certain nombre de problématiques en Afrique qui est l'accessibilité aux soins. On sait qu'aujourd'hui, en Guinée, Moussa, vous n'avez aucune visibilité sur l'offre de soins en Guinée. Vous n'avez aucune information sur les activités qui sont délivrées dans nos différents CHU, dans nos différents centres régionaux, dans nos différents CMC. Et c'est très difficile pour les usagers du système de se retrouver parce que s'ils n'ont pas l'information, ça crée de la désinformation et ça fait en sorte que les gens aillent vers l'indigénat et ça n'honore pas la médecine guinéenne. Et aujourd'hui, quel type d'information par exemple? Ça veut dire qu'il y a possibilité pour... en tout cas, faut-il avoir de la connexion? Donc, ça marche en connexion. En fait, pour le moment, ça marche en connexion avec la connexion parce que on essaie de travailler avec l'équipe technique d'Africair pour voir, parce que cette problématique, on le sent parce que l'Internet est beaucoup plus cher chez nous. Donc, on essaie de travailler avec l'équipe technique, avec la deuxième version qu'on est en train de mettre en place, qui va comprendre la téléconsultation, de faire en sorte qu'on puisse accéder à Africair avec un Internet à très bas débit, parce que c'est vrai que nous on est sur le cloud, c'est pas possible d'accéder à notre plateforme sur Internet. De manière basique, pour les auditeurs qui nous écoutent, ça se passe comment? Lorsque moi j'ai envie de prendre rendez-vous à l'hôpital, je fais quoi? À quoi sert votre plateforme? En fait, notre plateforme sert à ce que les patients guinéens, maliens, d'autres pays, parce qu'on est appelé aussi à aller dans d'autres pays, puissent avoir accès aux disponibilités. Et c'est quoi les étapes des services? C'est quoi les étapes, par exemple, les informations? En fait, les étapes, si vous êtes patient, vous vous inscrivez, comme sur Facebook, en sur ligne. la plateforme, en ligne, ou sur l'application. Et là, vous allez bénéficier d'un carnet de vaccination électronique, d'un livret de santé électronique. Et le patient pourra voir l'historique de ses consultations, c'est-à-dire toute la traçabilité de ses dates chez le généraliste, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et le dossier, il est complètement sécurisé. Mais puisque vous parlez de carnet de santé aussi, Dieu se le sait en Guinée, la fiabilité, c'est un peu compliqué. Maintenant, puisqu'il faut vivre un peu de cette solution-là, est-ce que vous partez vers les hôpitaux pour qu'ils souscrivent? Est-ce qu'ils viennent vers vous pour dire, bon, par exemple, le CMC de Ratoma, pour dire on souscrit à votre solution? Comment ça se déroule? En fait, on a une équipe commerciale qui essaie d'aller à la rencontre des professionnels de santé pour les expliquer les services qu'on propose. Et on essaie de travailler. Il y a quelques professionnels de santé, quelques cliniques qui nous ont fait appel pour les accompagner vers la transformation digitale de leur cabinet. Parce que c'est très important. Et nous, on essaie, il faut savoir que le modèle économique d'Africair, c'est le modèle en SAS. C'est-à-dire c'est un abonnement mensuel que vous payez par mois, et les professionnels et les établissements. Qui coûte combien? Ça coûte l'abonnement 200 000 francs, 20 euros. Je pense que c'est le coût le moins avantageux aujourd'hui sur le marché de la santé. Allez, en 2 minutes, Moussa, parce qu'on a fini là. Est-ce que vous avez bénéficié du soutien du gouvernement? Cette solution peut être portée par le ministère de la Santé publique dans notre pays, ou bien par une politique publique afin de vous booster, parce que vous êtes guinéen et vous avez l'ambition quand même de vous étendre sur toute l'Afrique? Oui, en fait, on a été approché parce que c'est vrai hier, on a travaillé au ministère avec le ministère de la Santé, la direction de la planification, le BSD. On est parti au SNIC. Et avant-hier, il y a le chargé de communication de M. le Premier ministre qui m'a contacté, qui aimerait nous recevoir le vendredi à 12h. Mais ça, c'est bien ça. Et donc, je pense que le gouvernement aussi est en train va nous aider dans ce sens. Merci. C'est l'objectif aussi. Merci. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà comment on arrive au terme de cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Amadou Sow qui a géré les sons du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de la régie, à Vladimir Poutine, bien j'y arrive, Vladimir Poutine du côté de la régie, Cabinet Condé, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Mamoudou Condé, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à tous de nous avoir suivis à l'international et un peu partout en Guinée. C'était un plaisir de vous servir.